39, La Panthère Rose, le vendredi 25 juin 2010. La métamorphose. Quand Sanger s'aperçut que les sorcières l'avaient changé en bonobo, non condamné dans sa région aux fonctionnaires de la culture, il fut pris d'une forte rage. Son angoisse qu'il pensait singulière et connue ne l'avait pas protégé d'être niché dans le long répertoire de métamorphoses de cette femme fatale. Les femmes, elles sont magiques, non? Dit Jean-Pierre Léaud dans La Nuit américaine. Les femmes diraient la vérité au monde, comme la Pythie à Delphes, à travers les répondants d'une vapeur de laurier. Puis, le prêtre rédige l'oracle en vers, et c'est un homme. Donc, il introduit le mensonge. Et c'est ce mensonge qui permet que chacun accomplisse sa destinée malgré lui, comme Oedipe qui partit loin pour ne pas accomplir un crime. Sanger se sentait un primate d'une autre espèce nonobstant. Mais l'oracle semblait fatal. Serait-il plutôt un bon hobo, un ticket restaurant pour l'éphémère? Serait-il dorénavant l'engrais des roses? Le singulier de la mort symbolique implicite dans toute métamorphose est qu'elle est inattendue. Selon Tobin-Nathan, il y a un complexe plus grave parce que plus emprise au réel que le complexe d'Édipe. Et c'est l'interdit brisé par cousin et cousine. C'est là qui s'accomplit la fatalité de la sorcière, c'est que non seulement la mère dont on vient est une ogresse, toujours les réflexions de Sanger, mais que toutes les femmes sont fatales de par sa loi. Vous avez remarqué l'absence de métamorphose dans Édipe Roi? Faux. L'énigme du sphinx, voilà ce qui nous rend bonobos, fonctionnaires de la culture, l'on disait. Les saints pour être dévorés sans les scrupules de l'humain, les autres pour amener au suicide sur la falaise de la genette déjouée. Les sphinx, chair interdite et nonobstant doués de paroles de par ses devinettes. Sanger, accablé de la gueule de bois de sa métamorphose, et après toutes ces simiesques cogitations, rétorqua à la sorcière d'un air le plus câlin que possible, appelez-moi Sanger, je sais faire plein de choses. (41) La Panthère Rose, c'est le vendredi 2 juillet 2010. Orphée. Se poursuivent les aventures de Porcelet. Je n'ai jamais été payé en tant que cavalier distingué à son Porcelet. Toutes ces merveilles que Paris nous offre sont gratuites et gratuites sont mes œuvres. Je délivre mon art à l'histoire. Il arrive parfois que je laisse une offrande chez un psychanalyste ou qu'à l'inverse, on me donne de l'aumône contre une peinture ou un portrait. Mais l'essence de notre succès est dans notre indolence. Porcelet regarda l'immense réserve d'opium qui restait dans la paume de l'épée de Sanger. À l'époque du Messie, déjà dans un passé lointain, les fleurs de lys poussaient du pur amour de Dieu. Mais à Paris, dans le XXIe siècle, serait-il ainsi des fleurs de pavot? Il fallait dormir debout, rêver. Il fallait fumer jusqu'à rendre l'atmosphère invivable. Il fallait éporceler tomber sur le canapé sourdement les oreilles bouchées pour ne plus entendre les sirènes de la ville. Sanger chancelait vers la cafetière qui faisait un bruit suffisant pour réveiller l'opiumane le plus camé. Cette nuit-là, il avait reçu
la visite d'Orphée, un jeune homme, même pas si jeune, obsédé par l'idée de suicide. Car j'ai le dégoût de se la mettre en pute, avait-il dit, et il avait évoqué l'herpès génital. Il ne voulait pas être père, malgré qu'il était dans l'âge. Singeait, eux, la sensation d'une traversée du miroir. Dans sa devise de cavalier, Singer avait un oracle d'Orphée. Pense à Singette pour pendre. Et le mal de cette odeur de mort dans la conversation. Il les avait quittés avant minuit, restant sur une chaise entre le jardin et l'intérieur de l'atelier, pour prendre l'air frais dont il avait besoin. Et par la porte ouverte, un insecte attiré par la lumière était entré. C'était une reine fourmi, animal sympathique qu'il prit pour un signe, notre Singer. Porcelet savait le peu de chances de survie de la fourmi, compte tenu qu'il avait observé une grosse araignée postée au pied du petit Bouddha en bois de l'atelier. La statuette était d'ailleurs couverte de ces toiles décadentes et fatales, de ces filets autour de la petite offrande d'avoine faite les premiers mois d'occupation du lieu. Sur le canapé, gagné par les frères de la mort presque, il présentait l'araignée à la chasse de la reine fourmi. Il se disait, pauvre reine, tu rêves d'enfanter tout un peuple, et voilà que tu es poursuivi entre piles de livres et le tube d'huile par une artisane implacable, punie de métamorphoses énigmatiques. Et moi, à quoi je rêve? Le téléphone sonna à midi et sortit Porcelet d'un cauchemar érotique. Du moins, je faisais signe au rythme des symboles qui s'étaient succédés. C'était une amie et modèle, une autre farouche cavalière qui se battait avec ses sculptures et ses acryliques contre la loi du silence, qui l'avait réveillée avec son coup de fil. Ils se sont dit de parler plus tard et il a fait état de son rêve plus tard à son fils, une fois rentré. Le mettant en paroles simples et inoffensives pour Pourceau, il vit qu'il y avait matière à écrire dans son rêve, que c'était même la leçon à tirer de la visite du poète mort. Je rêvais de raconter comme un rêve de Singer, je devrais le raconter comme un rêve de Singer, qui est plus connu que moi, et à la première personne, se disait Porcelet chez lui devant l'ordinateur. Lui allait chez son psychiatre gitane qui lui donnait du courage pour défendre Singer, trop confiant dans les cafés des poètes et dans Facebook. Elle lui avait conseillé de relire les maîtres du Tao en disant qu'il fallait prendre les grappes aussi de sa terre. Donc le rêve consistait à Singer, revenant après des années d'exil à Paris, dans son château en Espagne, un vieux moulin grenadin qui avait été pendant des années son atelier et sa maison. Quelqu'un l'accompagnait donc là-bas, en venant du Sacromonte, montagne taoïste dont le nom original était Valparaiso. C'était une tigresse qu'il avait eue à l'époque pour modèle et pour mère de Saint-Jeton. En fait, chez ces petits, le regard félin trahissait les anges pour la tigresse et poétesse, et faisait fondre d'admiration notre cavalier. Il les trouvait, l'atelier, ainsi que tous les bâtiments, en ruine et parcourus des rideaux des araignées et des poussières de saisons répétées. Plus bas, dans la continuité de la longue ruelle, dans leur randonnée, elle voulait lui montrer où est-ce qu'elle habitait à présent. Singer avait conscience que les maisons de prostitution traditionnelles dans leur quartier étaient restées déjà loin. Quand ils arrivèrent à côté d'un établissement confucianiste amateur, les matins jusqu'à ce moment du rêve étaient restés dans le smog de l'aube. Mais quand la porte de la maison de son vieil amour s'ouvrit et il vit à l'intérieur le soleil de l'été taper sur les murs de chaux et les carreaux d'échiquier délavés du sol,
Plus il descendait des escaliers, plus, en une nuit, soleil d'outre-tombe illuminait de forts esprits et de vitalité par des fenêtres souterraines. La dame se perdit, descendant dans les chambres et les patios plus vite que Sanger, appelée quelque part par les souvenirs d'un poème ou d'un pendentif. Sanger, nonobstant, descendit et descendit ces escaliers d'avant la guerre, ses visions, des pots de géranium et chats contre le ciel. Il arrivait aux dernières marches jusqu'à un fleuve tiède et bleu. Tu ne viens pas, Sanger, dit depuis le haut de l'escalier la poétesse. La lave souterraine commence à monter, ajouta-t-elle. Alors Sanger regarda en bas à nouveau et vit à ses pieds la lumière rouge de la roche fondante bouger comme le vinyle des disques d'autrefois. Et courant, il montait l'escalier précédé par les fesses de son ancien modèle, la poétesse, qui montait vite aussi, mais rigolant. Il la perdit de vue. Elle était passée dans son patio ou dans une tourelle pour colombophile. Il voulait ressortir dans la ruelle, se sauver du feu épais du fond, mais il se trouva dans une chambre dont la fenêtre, trop discrète et vieillotte, était étroite et barrée d'une croix de fer. Dehors, la vie mélangeait des passants taoïstes aux confucianistes, et il ne manquait pas sans bouddhiste, mais personne de prime abord aperçut que Sanger, qui était au niveau du sol, secouait les barreaux en silence contrarié. Sangette lui tendit la main, accroupie à l'extérieur, et elle les sortit du monde souterrain. Mais la violence d'en bas se trouva nous. Un poète enragé comme un canaille les bousculait et sortit en canif. Il reconnut le poète, c'était Knaï, qui participait jadis dans les blogs de Liu Chu, et chez qui Sanger trouvait toujours remarquable la physionomie d'acteur. D'abord il voulut le saluer et s'intéresser, mais il se rendit compte qu'il devait accomplir le rituel de la bagarre. Il prit une bouteille de Ma Vérité, le vin de Gérard Depardieu qu'il avait déjà vidé, et la fracassa contre la tempe de Knaï. Il sentit dire autour « Attention au canif » et vit qu'en effet, comme toujours, la vox populi arrive trop tard. Un coup de couteau s'était enfoncé dans son abdomen et sa chemise devenait d'un croissant rouge là, obscène, comme la noirceur d'un fourmilier. Il sentit le sang couler et se sentait excité par l'idée de mourir, venant de sortir de l'enfer. Il entendit un coup de téléphone qui ne pouvait être que féminin et réalisa que sous le pyjama improvisé d'un pantalon d'été sale, allongé sur le canapé, il avait une forte érection très plaisante.